Et l'on retrouve Jean-Louis Montagu, notre invité Bonjour, aujourd'hui. monsieur Gadot. Comment ça va? Quelle surprise. Mais c'est vrai, il y a longtemps qu'on ne s'était pas vu. On arrive à la 40e émission. On les compte plus de maintenant. notre série. On va y arriver plus. parce qu'on n'est pas très loin non plus des dernières Mais non, qui se profilent vous à allez l'horizon. trouver d'autres idées. Je ne m'inquiète pas. 3 invités pour l'instant. Mais là, je dois dire qu'on doit se féliciter d'avoir autant d'amateurs qui se sont présentés et des gens de qualité. Absolument. Comme c'est le cas aujourd'hui. Tout à fait. Vous allez nous présenter votre invité. C'est monsieur Georges Labrousse. Oui, bonjour. Bonjour. Pourquoi l'inviter? Parce qu'il a écrit un magnifique livre. On va parler cette fois du parcours des combattants, enfin au sens propre, de la guerre de 14. On avait fait une émission ou deux sur la guerre de 14 vue à Ribérac, mais il faut savoir que la plupart des Ribéracois se sont trouvés embrigadés dans un régiment. Et monsieur Labrousse va nous raconter cette histoire, parce que moi j'ai un grand-père qui était, et qui est d'ailleurs mort pour la France dans cette saga, disons. Oui, moi mon grand-père donc se trouvait dans ce 108e régiment d'infanterie, là, qui était donc basé à Bergerac. Voilà. Et au départ, disons que la plupart des soldats engagés étaient originaires plutôt du sud de la Dordogne, mais peu à peu, avec les modifications qui ont pu avoir lieu face aux pertes en vie humaine dans d'autres régiments, il se trouve que ce 108e a regroupé des gens d'un peu toutes les régions du Périgord et même d'autres parties de la France. Et donc, pas mal de Ribéracois se sont retrouvés dans le 108e. Oui, justement, parce que moi, comme tout le monde, on a deux grands-pères normalement, un grand-père paternel et maternel. Moi, je parle là de mon grand-père paternel, mort pour la France en 1917, on va en parler. Mais j'ai mon autre grand-père, lui, il était au 57e RI, et lui a survécu, par contre. Il a fait des éparges, voilà. Oui, là, j'ai retrouvé, par exemple, parmi les soldats du 108e, des gens de Siorac, de Ribérac, de La Chapelle-Gonaguet, de Tocane, de Saint-Olé, Gurande, Ribérac, bien sûr, Chanterac. Donc, ce qui veut dire que ce régiment était surtout composé de Périgourdins, d'un peu toute la Dordogne. D'où l'intérêt de vous faire venir nous en parler. Ah, ben, écoutez, c'est avec plaisir. Absolument. Voilà. Donc au départ, ce 108e a démarré sous les ordres du colonel Aurousseau, qui était donc un bergeracois, né à Saint-Estèphe d'ailleurs, donc toujours un pur périgourdin. Et il était tout près de la retraite. Et il avait atteint l'âge, disons, de prendre sa retraite. Et il devait la prendre en septembre. Mais comme les hostilités ont commencé au mois d'août, on l'a donc sollicité pour prendre la tête de ce régiment. Oui, parce qu'on recrutait certaines classes seulement, Au départ, voilà, c'est ça. Alors lui, étant gradé... Il fallait avoir 20 ans. Ah oui, en plus. Mais mon grand-père, lui, qui a été recruté, il avait 35 ans. Et oui, c'est ça. Il n'y avait pas que des gens... surtout que là, mon grand-père, par exemple, lui, il n'a pas été recruté dès le début août, mais vers le 15 août. Parce que les opérations déjà commençaient à être assez difficiles. Donc, lui qui était marié, qui avait 2 enfants, etc., et il a été recruté donc au mois d'août. Et il est parti au front de Bergerac que le 3 septembre. Voilà. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais donc, pour en revenir au colonel Aurousseau, lui donc avait pris la tête de ce régiment, et 2 de ses fils étaient partis aussi. Et bon, alors le colonel a été très grièvement blessé dès le début des hostilités. Donc il est décédé. Il a été blessé le 8 septembre et donc il est décédé le 14. Et donc son fils
a été tué pratiquement à la même période. Le 14 septembre, moi j'avais noté que c'est la première bataille de la Marne, en plus. Parce que, bon, comme on va le découvrir, on les envoyait d'un front à l'autre. Et oui, ils se déplaçaient beaucoup. Voilà. Ils se déplaçaient beaucoup. Alors, on se pose un petit peu la question, pourquoi tant de déplacements? Mais alors, on peut penser que c'était peut-être pour que le moral des troupes ne baisse pas trop, parce que en restant toujours au même endroit, mêmes opérations, etc., ça pouvait entraîner, disons, un petit peu une lassitude. Et puis en voyant tomber ses camarades aussi. Et voilà. Alors donc, on se déplace, on remet de nouveaux soldats dans le régiment, ça crée d'autres... on reconstitue, des régiments, des armées. Voilà, oui, tout à fait. Oui, oui. Donc, par la suite, ce régiment, donc, il s'est déplacé. Donc, en 14, donc, il s'est retrouvé en Belgique, oui. Puis sur la Marne. Oui. Voilà, et puis la guerre des tranchées qui a démarré là surtout. En octobre, mon grand-père s'est trouvé blessé très, très grièvement au Quesnoy-en-Santerre. Il y a eu cette attaque le 30 octobre. Alors ça, c'est en Belgique, hein, c'est ça? La prise, non, le Quesnoy, c'est encore en France. Non, c'était déjà le 30 octobre. Je pense qu'on était déjà dans ce qu'on a appelé la course à la mer. Oui. Quand les Allemands ont essayé de remonter jusqu'à Ypres. Voilà. Ça. Oui. Et il a été très grièvement blessé, donc il a été rapatrié, enfin je parle du mien, mais à Périgueux, le temps de se refaire, un an, et puis hop, il est reparti. Donc votre grand-père à vous a suivi, lui. Lui, il a suivi puisqu'il n'avait pas été blessé. Donc après, il se retrouve en 1915, du mois de mars là jusqu'au mois de juin, il se retrouve en Lorraine. Et après, on les déplace vers la Somme. Oui. Et c'est la campagne d'Artois. Alors, donc, là, il y a plusieurs offensives qui se situent donc de juillet 1915 jusqu'au mois de mars 1916. Quoi. Voilà. Et après, c'est un nouveau Verdun. En 16, là, du 1er avril au 27 juin. Alors, c'était pas le chemin des dames, c'était Verdun. C'était Verdun. Ah oui, c'est vrai que le chemin des dames, c'est le 17 après. Ouais, c'est Verdun. Alors, c'est là qu'on retrouve des noms qui reviennent quelquefois dans la conversation. C'est Craonne, Craonel. Il y a eu cette chanson de Craonne, là, où on a donc, on retrouve, disons, l'aspect, comment dire, un peu la fatigue du soldat. Parce que le gros problème de cette guerre de 14, c'est que quand ils sont partis, on disait aux soldats, vous inquiétez pas, à Noël, vous serez chez vous. La guerre courte. Donc c'était une histoire de quelques mois. Ouais. En réalité, ça a piétiné pendant longtemps, donc ça faisait déjà 2 ans qu'ils y étaient et ils trouvaient le temps un peu long. Et pendant ce temps, parce que votre grand-père était cultivateur, je suppose. Oui. Dans cette région d'où vous êtes là. Voilà, c'est à Savignac-de-Miremont. Savignac-de-Miremont. Donc pendant ce temps, les récoltes, c'était les femmes qui s'en occupaient. Oui. Alors ce qui est très important d'ailleurs au niveau du moral des soldats, ce sont les échanges par lettre, enfin le courrier, la correspondance. À cette époque-là, le courrier marchait très bien. Oui. La preuve, on verra peut-être, on en parlera peut-être plus tard, mais pendant la campagne d'Italie, les lettres mettaient 1 semaine. Les échanges se faisaient sur la semaine. Ce qui ensuite, d'ailleurs, pendant la Deuxième Guerre mondiale, n'a plus été le cas quand les Français ont été prisonniers, puisque là, c'était des mois de retard, c'était différent. Mais là, pendant cette guerre-là, on a maintenu le courrier, alors toujours pour des raisons vraisemblablement de morale des familles, mais aussi morale des soldats, parce que la famille était toujours rassurée
recevoir quelque chose. Oui. Même malheureusement, quelquefois, il recevait une lettre alors que le pauvre soldat était décédé. Mais pour les soldats, ce qui était important, c'était la relation avec la famille. Et c'est là qu'on retrouve des lettres où la femme, par exemple, du soldat, lui dit, voilà, on a planté les pommes de terre, ou on a moissonné, on a fait ceci, on a fait cela. Ce qui fait que pour lui, au niveau du moral, c'est très, très important. C'est très important. Et vous avez, vos sources, finalement, il y a eu ces carnets que vous avez retrouvés. Oui, tout à fait. Et puis le courrier également. Et le courrier. Ah, donc vous avez vraiment la totale. Alors, le courrier, je dois dire que le courrier qui a été échangé pendant que mon grand-père était en France est très réduit dans ce que j'ai retrouvé. Parce qu'il écrivait sur du papier. Donc, on avait moins tendance à conserver ceci. Ah, oui. Par contre, quand il a été en Italie, il a écrit exclusivement sur des cartes postales. Ah oui. Alors, ma grand-mère avait gardé toutes ces cartes postales. Et c'est là ce qui me permet de dire que le courrier fonctionnait, disons, très bien, et que les échanges se faisaient semaine par semaine. Bien sûr. Juste je ne vais pas vous prendre la parole, mais simplement, moi, ça me rappelle mon arrière-grand-père, lui, qui était resté ici, mais il était plus âgé. Oui, oui. Mais lui, il était gendarme. Et lui, son rôle, c'était de poursuivre les déserteurs. Et puis, quand il arrivait dans une famille un jour, à deux toujours, c'était pour annoncer les décès. Donc, c'était vraiment un travail... Ah oui, ça, c'est vrai. Et les maires des petites communes qui étaient chargés d'annoncer les mauvaises nouvelles, là, c'est... Il y en a eu beaucoup, il suffit de voir les monuments. Ah, mais oui, bien sûr. Les monuments morts. C'est que là, il n'existe pas une seule petite commune qui n'ait pas... un monument avec, malheureusement, une liste... Je ne sais pas si vous avez chiffré un peu le nombre de morts de ce régiment, mais ça doit être assez... C'est important. J'avais lu quelque part le nombre de morts pendant l'ensemble de la guerre. Alors, du 6 août... Voilà, c'est du 6 août 14... au 2 novembre 18, plus de 1000 morts, 800 et quelques disparus, ce qui veut dire s'ils ont disparu, on peut les considérer, c'est parce que les pauvres, on ne les a pas retrouvés sous les bombardements, et plus de 4000 blessés, ce qui fait donc 6000, d'après le récapitulatif qui a été fait par les personnes qui ont fait l'historique du 108e, ça fait plus de 6000 personnes touchées. D'ailleurs, tout ça, je rappelle, on peut le trouver dans votre livre. Alors, tous les éléments, toutes les précisions ne sont pas dessus, mais j'ai repris dans le livre les déplacements du régiment et ce qu'a vécu mon grand-père. Ce livre s'intitule « Justin Descombes », bon, c'est un pseudo. Paysan du Périgord, poilu de 14-18, récit, et je conseille vivement sa lecture à tous nos auditeurs qui manquent d'informations, en particulier sur ce régiment, parce que moi j'ai trouvé des tas de détails remarquables et remarqués sur cette vie difficile. Alors ce livre, il sera peut-être encore... disponible à la Maison de la Presse à Ribérac, mais il faut que je m'en assure parce que c'est une édition qui est assez ancienne et les personnes intéressées peuvent peut-être le demander. On donnera les références sur Internet. Voilà. Bien sûr. Alors reprenons un petit peu le récit parce qu'ils se sont beaucoup promenés entre guillemets en France. Oui, tout à fait. Et puis est arrivée une époque, je crois on était en 1917. Oui, en 17, c'est à l'automne 17 où le 108e a été appelé, avec quelques autres régiments français et anglais, à se déplacer vers l'Italie pour donner un coup de pouce aux Italiens qui avaient du mal contre les Autrichiens. Les Autrichiens. Alors c'est là que mon grand-père est décédé, lui, à Guiscard, juste la dernière étape avant le départ d'Italie, donc il n'a pas pu connaître... Et j'ai découvert ce qu'il aurait pu vivre et qui est d'ailleurs impressionnant parce qu'ils ont été accueillis triomphalement. Ils ont été très très bien accueillis. D'ailleurs, le régiment a obtenu des médailles, des diplômes de l'État italien
Ah oui. Et après, oui. Les relations étaient très, très bonnes. Très bonnes. Et après l'Italie, quand les Autrichiens ont été repoussés, eh bien, ce régiment, avec quelques autres régiments français et anglais, a été déplacé vers le Monténégro. Ah oui. Oui, parce que le roi du Monténégro n'avait plus d'armée pratiquement. Ça s'était très mal passé au niveau de la lutte contre les Autrichiens. Donc, ils sont allés là, plus pour, disons, le maintien de l'ordre, en quelque sorte, le temps que le pays se remonte un petit peu. Et ce qui fait qu'en définitive, ils ne sont revenus qu'en février 1919. Et les dernières cartes postales que mon grand-père a envoyées, c'était le bateau. Il y avait la photo du bateau qui allait les ramener. Alors, première photo, il dit le bateau est arrivé. Ensuite, nous allons embarquer. Bon, ça a pris quelques jours, tout ça. Et donc, après, ils sont rentrés, quoi. On leur avait dit, vous verrez du pays, je crois que c'était le cas. Oh là 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 là, c'est terrible, c'est terrible. Ils auraient pu le voir dans d'autres conditions, bien évidemment, parce qu'ils en ont vu tomber autour d'eux. Oh oui. C'est terrible, ça. Et puis pour beaucoup, ils n'étaient jamais partis de chez eux. Eh ben non, bien sûr. Moi, mon grand-père, il avait fait son service militaire à Besançon. Ah oui, quand même. Voilà, il avait fait son... C'était la seule sortie, si on peut dire, qu'il avait connue. Mais c'était déjà... Bon, ouais. Mon autre grand-père, donc lui, qui était au 57e RI, si je me rappelle bien, lui, il a été hospitalisé puis démobilisé parce qu'il était blessé au Chemin des Dames. D'accord. Donc, il y a eu aussi des gens comme ça qui ont vécu partiellement parce que... Et oui, bien sûr. On ne peut pas recruter tous les blessés. Enfin, ils avaient besoin du monde. Hein. De toute façon, ils en ont consommé, comme on dit. Ah oui, mais de toute façon, dès que le blessé était rétabli, bien sûr, on le réintégrait, hein, parce qu'il y en avait besoin, ça c'est sûr. Alors, quelle trace avez-vous gardé, vous, dans votre village? Il y a un monument aux morts aussi. Alors, voilà, on a un monument aux morts, comme dans toutes les communes. Nous avons perdu, je pense que c'est 9 habitants pour une toute petite commune qui avait moins de 200 habitants. Hein. C'est beaucoup. Oui, c'est énorme. Et on retrouve partout des listes immenses, quoi. Ça, et après, il a fallu reconstruire la vie un peu. Ah ben oui, ça c'est certain. Oui. Alors pour mon grand-père, ça s'est bien passé parce que il est revenu, pas trop traumatisé. Les affaires ont repris, disons, la ferme a tourné, etc. Mais malheureusement, il y a des cas où ça ne s'est pas... c'est comme ça. Ça ne s'est pas passé aussi bien. Mais en particulier dans les familles qui avaient perdu quelquefois un fils, 2 fils, dans des fermes qui, en définitive, n'avaient plus de bras masculins, c'est ça. Alors, par contre, le travail des femmes a été vraiment super important pendant cette guerre-là. Et il y a un député qui avait demandé à ce que les femmes aient le droit de vote, puisqu'elles avaient assumé l'économie. Ils n'ont pas voulu. Et donc, il disait, puisqu'elles ont assumé l'économie, elles peuvent assumer aussi la politique. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Mais je sais, oui. Alors, pour plusieurs raisons. C'est que les politiques, c'était surtout des hommes, et ils avaient peur de perdre une certaine autorité sur le pays. Évidemment. C'est ça.
Alors, donc, ça a traîné, puisque le droit de vote n'a été accordé qu'en 1945. Depuis la Révolution, parce qu'à l'époque, elles clamaient qu'elles étaient à égalité devant la guillotine. Et on ne leur a pas accordé non plus, parce qu'on pensait qu'elles votaient à droite. Oui, parce que c'est ça, il y avait toujours quelque chose derrière. Des arrière-pensées, en fait. C'était les radicaux qui gouvernaient pendant si longtemps. Au passage, il y a eu la grippe espagnole, vous n'avez pas vu ça? Oui, juste après. Alors la grippe espagnole, effectivement, a fait énormément de morts. Alors, chez nous, dans mon village, je ne pense pas qu'il y ait eu des pertes, mais disons que si on globalise toutes les pertes par la grippe espagnole sur le pays, ça représente autant de pertes que la guerre elle-même. C'est énorme. C'est terrible, c'est terrible. Hein. Voilà, merci beaucoup. On va peut-être juste rappeler... Oui, parce que on parlait du livre quand même. Par le temps, je sais que M. Labrousse a tellement d'histoires à nous raconter. D'ailleurs, j'ai suivi des conférences qu'il donnait dans le temps, et c'était passionnant. Donc, il nous a fait déjà partager sa passion, et je vous remercie d'être venu. Je vous en prie, c'était avec plaisir. Hein. De si loin. Si loin que ça. Non. Mais donc, je rappelle quand même le livre. Votre livre, parce que moi, j'y ai trouvé énormément de choses. On ne peut pas les résumer ici, tellement c'est... Il faut se le procurer. Oui, voilà. C'est donc Justin Descombes, paysan du Périgord, poilu de 14-18. Moi, en plus, j'ai un exemplaire dédicacé. Parce que vous êtes bien vu. Je suis privilégié. Je ne sais comment remercier M. Labrousse.